Nous allons suivre la deuxième intervention, celle de M. Baloufou Bapoupa Kanyinda. Il va parler de la présence de la République démocratique du Congo dans le panafricanisme militant. Baloufou Kanyinda est un réalisateur. Il a une si riche biographie que je ne saurais pas décliner ici, mais je retiens juste qu'il est créateur du prix spécial Thomas Sankara du FESPACO. Le Damien, c'est son film, Papa National Oye, 2000 ans de cinéma, c'est celui qui est à ma gauche. Monsieur Baloufou Kanyinda Bapoupa, vous avez la parole. Bonjour. Bien, merci. Merci à Freddy Moulumba Kaboya, ici présent, de m'avoir convié à vous rencontrer aujourd'hui et à participer à cette conversation. Je suis tout autant ému. Mon travail n'est pas dans l'environnement congolais. Toute ma carrière s'est passée en dehors de ces pays. Depuis mes 22 ans, je travaille en dehors de ces pays. D'une part, je suis fortement devenu anglophone parce que mon formatage a été fait entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, où je suis enseignant de cinéma pour l'Université de New York, la NYU. Je suis tout autant ému d'être ici avec un grand philosophe qui a l'un de rares noms qu'on peut rencontrer quand on traverse l'Afrique sur la question panafricaniste, le professeur Kamana, que je salue ici, et aussi vous tous, certains que je connais des visages, de réputation, en fouillant un peu dans la documentation, et je suis tout à fait honoré d'être avec vous dans cette conversation. Et je voudrais commencer par Addis Abeba. Ces 4 dernières années, pour dire ainsi, depuis 2016, j'ai été beaucoup présent à Addis Abeba pour une action agressive de la Fédération panafricaine des cinéastes, qui était une action qui a abouti en 2018 par l'inscription et la création de la Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma. Et j'ai été chef de délégation ou de groupe pour mener cette action agressive qui avait commencé en 2003 à Maputo avec mes aînés, Semben Ousmane et bien d'autres. Et cette expérience d'Addis Abeba m'a fait personnellement comprendre, et vous comprendrez aussi la suite de ma conversation ici avec vous, le désir de la RDC qui existe en Afrique. Vous savez, le désir, comme le dirait Platon, c'est le manque du bien ou de ce qu'on voudrait avoir. Donc le désir de la RDC, c'est un désir qu'on rencontre beaucoup en Afrique. Pourquoi? Parce que si on compte ces 50 dernières années, notre pays, pour des raisons que nous pouvons développer un tout petit peu ici, sans aller dans les détails, a été fortement absent du panafricanisme militant, hein, en dehors d'ici. Je n'ai pas une grande expérience locale, mais je vous parle en regardant de l'extérieur. Mon expérience à Addis Abeba, où je suis allé défendre ces projets de la Commission panafricaine de l'audiovisuel et du cinéma, donc qui a été établie, a aussi coïncidé avec un dossier congolais, RDC, qui était proposé par le gouvernement de notre pays, à travers qui était défendu par notre ambassadeur en Éthiopie à l'époque, je crois qu'il est actuellement ministre de l'Environnement, et c'était la proposition d'instituer une journée panafricaine de musique dédiée à Papa Wemba. Cette action était presque en panne. On a dû faire recours à
Bouyamba Lupuichi, je ne sais pas si vous connaissez Bouyamba Lupuichi, qui est le directeur général de l'Observatoire de culture, qui est basé à Maputo, en Mozambique, qui est le numéro un de tous les experts liés à la question culturelle dans notre continent. On a parlé ici de la Renaissance africaine, eh bien vous verrez que derrière, vous trouverez la patte d'Mbouyamba ou de Damien Pogno, qui actuellement est ici à Kinshasa. Je crois qu'il travaille, ou il était directeur de cabinet au ministère de Relations internationales ou de la francophonie. Et avec un autre expert congolais sur les questions culturelles, qui est directeur de l'Institut au Gabon, Manda Chebwe, on a dû défendre ces projets qui étaient forcément, dans l'habitude de notre pays, pas bien présentés. Et ces dossiers, je pense que le président Tshisekedi devra l'hériter sur sa table, parce qu'il est resté inachevé dans les soubresauts qui ont suivi notre façon de faire la politique dans ces pays depuis 2016. Mon expérience a commencé à Lubumbashi, parce que cette expérience sous-tend votre compréhension de mon action ou de mes paroles ici. J'ai été en 1979, à 22 ans, attaché au Centre culturel français de Lubumbashi. J'étais attaché au Centre culturel français de Lubumbashi, d'une part pour faire un travail d'enquête pour le professeur Louis-Vincent Thomas, anthropologue de la Sorbonne, sur la mort. Pour ceux qui connaissent Louis-Vincent Thomas, c'est l'un des plus grands spécialistes des questions de la mort, qui a écrit sur la mort africaine. Et cette question de la mort, donc j'ai visité tous les Katanga, je peux dire ainsi, j'ai visité tous les Katanga durant 1 an pour faire cette enquête, a coïncidé aussi du fait que mon directeur du centre, Bernard Pignot, paix à son âme, écrivait une biographie de Patrice Lumumba qu'il avait commencé à Kisangani. Il avait choisi un itinéraire pour commencer comme directeur du Centre culturel français à Kisangani, et j'ai rejoint son équipe à Lubumbashi en 1979, en novembre. Et nous avons commencé ensemble à revisiter les traces de Patrice Lumumba à Lubumbashi, en commençant par l'aéroport de la Loano, la Villa Broué et le lieu dit village de Chilantembo. Et voilà, donc après, je continuais mon travail sur Lumumba. Je suis de base sociologue de l'imaginaire de l'Université de Bruxelles. Donc ça, c'est une de mes bases. Je suis allé aux écoles de cinéma plus tard. Je suis un ancien étudiant de la classe de philosophie de l'ULB et la classe de l'histoire contemporaine. Donc, tout mis ensemble, tout mon travail a toujours été basé sur l'histoire de ces pays et les questions fondamentales de l'écriture de l'histoire de ces pays. J'ai dirigé en Belgique, en 1984, un livre important qui s'appelle « Zaïre, 1885-1985, 100 ans de regard belge », qui est une matière de sociologie de l'imaginaire, comment nous avons été regardés, comment nous avons été représentés par les colonialistes et les colonisateurs. Et tout cela, pour moi, le point central de mon travail, c'est pas sur deux figures majeures, Mfumu Kimbangu, Mvuluzi et Patrice Lumumba, et la suite de la recherche de la démocratie dans le pays qui nous amène aujourd'hui à parler de l'Union africaine autour de Tshisekedi. Il a été annoncé ici que mon propos, c'est plutôt sur l'absence de notre pays dans le grand moment de ces 50 dernières années du panafricanisme. De mon expérience personnelle, entre notre continent, l'Europe et l'Amérique, j'ai eu très peu de chances de rencontrer des Congolais dans le mouvement panafricaniste engagé. Il faut bien que nous fassions une différence entre le panafricanisme institutionnel, le panafricanisme historique qui est la base, qui nous dit que nous, peuples d'origine africaine, nous devons construire les bases du mieux vivre ensemble. Mais quelle que soit la partie où nous nous trouvons pour parler du panafricanisme, et parlant aujourd'hui à partir de Kinshasa, nous pouvons être d'accord que Patrice Lumumba est la figure centrale du questionnement et de la problématique
du panafricanisme et que son assassinat a exacerbé les contingences et les diversités conflictuelles de nos pays. Je n'ai pas, je disais bien, durant les 30-35 dernières années, rencontré de grandes voix congolaises sur la scène du panafricanisme engagé militant. Le dernier grand rendez-vous du panafricanisme, ça a été 2009, le festival panafricain d'Alger, où j'ai été conseiller de la ministre de la Culture d'Algérie, Madame Toumi. Et c'était un moment assez incroyable, si vous connaissez l'histoire de l'Algérie et l'histoire de ces pays. En Algérie, il existe deux icônes, deux héros hors de l'Algérie, c'est Frantz Fanon et Patrice Lumumba. Lors de l'organisation de ces festivals panafricains de culture, qui s'était né 40 ans après celui de 69, mais qui est aussi lié au fait de l'organisation la tenue de la conférence de l'organisation de l'Union africaine ici à Kinshasa en 67. De quoi s'agissait-il? L'histoire de ces pays, depuis la mort de Lumumba, la prise de pouvoir de Mobutu, a continué à exacerber les conflits qui étaient déjà latents dans ce qu'on appelait le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. L'acceptation de Mobutu, qui posait problème par ses pairs, a conduit l'Afrique à lui demander des gages. Et parmi ces gages, il a été institué où il a été déclaré que Patrice Lumumba est un héros national, donc nous sommes en 66. Sur la demande de l'empereur d'Éthiopie, la session de 67, qui était considérée comme la session panafricaine de réconciliation des Afriques, je le dis au pluriel, s'est tenue à Kinshasa, et c'est à l'issue, dans la suite de cette conférence de 67, qui nous a laissé ce que nous appelons la cité de l'OUA, que a été posée la première pierre de l'endroit qui originalement s'appelle le mémorial Patrice Lumumba, que communément nous avons affublé d'un nom technique qui est l'échangeur de Limété. Et la première pierre a été posée par les Afriques, c'est-à-dire l'Afrique militante, anglophone, avait délégué Julius Nyerere et Kaunda pour poser la première pierre à côté d'Abiyarimana et de Massamba Deba. La construction de ces mémorials ne va pas aboutir, et nous le voyons tous, c'est ce qu'on appelle un éléphant blanc, mais nous pensons que dans l'action actuelle du retour de reste de Patrice Lumumba, il y a lieu que nous mettons nos intelligences ensemble pour parler de son achèvement. Il s'agit de quoi? C'est-à-dire que ces travaux, qui devaient correspondre en 74 à un grand festival panafricain à la suite de celui d'Alger de 69, n'ont pas eu lieu. À la place, il y a eu lieu le combat Mohamed Ali Foreman, qui a un projet de communication politique du président Mobutu, derrière lequel on a essayé d'insérer un festival de musique dite panafricain, mais je crois que beaucoup de gens conscients ne se sont pas laissés berner. Donc, la non-tenue du festival panafricain, qui est à un moment important dans cette route de réconciliation des Afriques, n'a pas eu lieu en 64, et le prochain festival aura lieu seulement en 2009, comme je le disais ici à Alger. Et entre-temps, beaucoup de pays comme le Nigeria ou le Sénégal se sont décidés à organiser leurs propres manifestations. Donc, je pourrais dire que depuis ce moment-là, et l'instauration du Zaïre et la zaïrianisation de la pensée congolaise, notre pays est complètement sorti du panafricanisme, d'autant plus que, comme nous le savons, la chape de plomb du parti unique dans ces pays n'a pas permis aux intellectuels de produire une pensée libre, détachée des organes du parti. Je me souviens, j'ai un grand frère qui est décédé maintenant, qui est un brillant écrivain, qui a reçu le premier prix littéraire Mobutu Sese Seko, j'étais ici, Daniel Baloufou, et qui avait reçu ce prix, mais pour publier son livre,
il fallait l'autorisation de l'Union des écrivains zaïrois. Et comme disait notre poète Tchakatou Mamatala Moukadi, la proposition qui était faite aux intellectuels congolais était les cimetières, la prison ou l'exil. Et je reviens un peu en arrière à Lubumbashi, où j'ai vu, entre 79 et 81, le départ en exil de Mudimbe, de Ngandou Pius et bien d'autres. Parce qu'il a fallu sortir de cette cage qui ressemblait dorée pour les uns, mais qui était en fait un emprisonnement de la pensée. Et je pense qu'à ce moment-là, il nous sied ensemble de réfléchir sur cette question de l'emprisonnement ou de l'encasernement de la pensée congolaise qui s'est rétrécie et qui est devenue, excusez-moi, ça peut paraître peut-être un peu difficile à entendre chez des autres, qui est devenue une pensée politiquement monnayable. On a l'impression que la réflexion congolaise ne peut se faire que si elle est politiquement monnayable. Et elle a perdu de sa générosité. Je pense que mes aînés qui sont ici se souviendront de la bagarre intellectuelle entre Mudimbe et le professeur Ngal qui s'est fait par livre interposé. Maintenant, nous assistons au Congo par des polémiques, par réseaux sociaux interposés, mais dirigés par les intellectuels. Je pense que nous devons, dans cette optique de la Renaissance d'aujourd'hui, dans ces désirs nouveaux de la RDC, nous interroger sur notre place dans l'univers de la pensée panafricaine. Parce que nous avons pris du retard du fait de notre absence. Mais ce n'est pas une absence volontaire, mais en même temps, nous sommes responsables de ce qui nous arrive, du fait que ces 32 ans, dites 32 ans du Zaïre, ont été réellement fatals à la production de la pensée de ces pays. Mais nous pouvons aussi, quand nous regardons tous ces moments, comprendre que les projets Zaïre, comme disait un de mes professeurs Doucet, d'ailleurs, qui prétendait être l'un des auteurs de l'azarianisation, professeur Doucet, professeur de l'Institut de sociologie à l'ULB, les projets Zaïre ressemblent, pour des gens comme moi qui regardent de l'extérieur, l'annihilation complète de la mémoire congolaise. Parce que, en fait, c'est ce qui a eu lieu. Le Zaïre a complètement effacé la mémoire du Congo et a sorti, une fois de plus, ce pays de son histoire. Nous avons hérité de ces pays aujourd'hui, dont l'histoire est un conglomérat de rumeurs et de fausses pistes. Si nous partons déjà de la falsification belge de l'histoire, nous y ajoutons la falsification zaïroise, et aujourd'hui nous sommes dans le domaine de la rumeur. L'histoire de notre pays est une rumeur qui se discute dans les terrasses. Parce que la génération, qui est peut-être entre moi et mes aînés, cette génération n'a pas étudié l'histoire de son pays. Est-ce qu'on peut se rendre compte que nous savons tous que c'est les drames de l'histoire qui forgent l'élite, et que cette élite, prétendument d'ici, n'a pas une communauté d'idées sur les drames de l'histoire. Nous interprétons au gré, ou soit de la tribu, ou de la coterie, ou de nos intérêts personnels. Parce que nous n'avons pas eu à être enseignés autour d'une communauté historique, autour d'une communauté d'idées, qui forcément, dans le monde, forme l'élite. Si vous allez n'importe où dans le monde, vous êtes à la table avec vos collègues, on ne parlera pas de vos titres d'universitaire. On parle de l'histoire. On parle de la culture et des arts. C'est ça qui fait une élite. On ne se voit pas à la table de l'élite pour dire je suis ingénieur, je vais vous raconter, ou je suis juriste. Enfin, je dis juriste parce qu'on est aussi au Congo, qui est une république des juristes et des économistes, où on a perdu tout le sens de la sociologie, de l'anthropologie et de la philosophie. Comment voulez-vous? Un pays n'est pas fait que de chiffres. Un pays est fait des utopies et des idées supérieures. Et c'est là où Lumumba est grand, dans cette démarche vers l'utopie supérieure, de construire son pays avec des idées, construire son pays avec du rêve. Donc, voilà, en quelques mots, on pourra toujours revenir là-dessus. Ce que j'avais à dire ici, je ne voulais pas aller vers mes notes, mais je pense que nous avons là de la matière de conversation sur laquelle nous pourrions échanger. Je vous remercie. De la Renaissance africaine à travers la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
Ce sous-thème, cela sera développé par le professeur Kamana, professeur des universités, directeur du programme Université alternative pour l'éducation des jeunes à la transformation sociale à l'Institut interculturel dans des Grands Lacs. Il est auteur d'une abondante œuvre philosophique en théologie et en psychologie socio-anthropologie politique. Professeur Kamana vit à Goma. Il a fait ses déplacements pour la circonstance. Professeur, vous avez la parole. Quand Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême dans notre pays, je n'ai pas fait attention à ce qui s'est passé parce que j'avais, comme tout le monde, pensé qu'on était en plein dans la magouille et l'imbroglio politicien au Congo et que sa venue ne présageait pas d'un avenir dont on pouvait penser qu'il serait un avenir lumineux. J'ai traversé les 2 premières années de son mandat dans cette idée et je n'espérais pas qu'une rupture pouvait avoir lieu, même si j'avais compris que la formule de la coalition FCC-CACH pouvait permettre de rassembler les intelligences et les volontés congolaises pour penser autre chose. Mais plus les jours passaient, plus je me rendais compte que de cette coalition, on ne pouvait plus attendre grand-chose, parce que c'était plutôt une coalition de conflits et d'ambitions complètement idiote que une perspective pour un avenir. Et puis les choses ont changé. De manière pour moi inattendue, le président a commencé à parler de cette idée de l'union sacrée de la nation. Et là, j'ai commencé à faire attention à ce qu'il y avait derrière cette union sacrée de la nation. Je voyais les politiciens s'embourber dans des interprétations, les Français diraient abracadabrantes, de ce que pouvait être une union sacrée. J'entendais certains prétendre que ce n'était que la volonté de faire du neuf avec du vieux, ce qui conduirait à rien du tout. J'entendais aussi dire que c'était une manière de penser une manœuvre politique qui permettrait au président Tshisekedi de préparer une étape qui consisterait à éviter les élections de 2023 parce qu'on pourrait lancer le processus de recensement à partir de 2023 et puis finalement changer la constitution et lui permettre d'installer progressivement une dictature nouvelle au Congo. Mais je n'osais pas croire qu'on pouvait unir la nation autour d'un tel projet. Et il est allé à Addis Abeba et il a fait ce discours d'Addis Abeba. Les mots qu'il utilise,
la rythmique de sa vision, l'horizon qu'il ouvrait, permettait de dire quelque chose de nouveau va commencer. Et il a lui-même, quand il est venu ici, il a prononcé cette phrase dans plusieurs de nos langues. Il a dit « Mosala est bandit ». Le travail commence. Comme pour nous dire qu'il y a rupture entre les 2 années que nous venions de passer avec l'échec de la coalition et les années qui allaient commencer sous la bannière de l'union sacrée. Mais quelle était la base idéologique de cette union sacrée? Quelle était la force de pensée, la dynamique de vision qu'on pouvait mettre derrière cette idée d'unir les Congolais dans un projet commun pour la construction de l'avenir? C'est là que son discours est entré dans un schéma qui me semble essentiel. Il a utilisé le mot de panafricanisme, il a utilisé le mot de renaissance africaine, mais au sens où ceux parmi la communauté scientifique et la communauté intellectuelle qui réfléchissent sur l'Afrique aujourd'hui avaient déjà proposé comme le schéma où les hommes politiques de notre continent devraient entrer, c'est-à-dire un changement de paradigme dans la vision de notre destinée aujourd'hui. Je me suis dit, comprend-il ce qu'il vient de dire? Comprenons-nous ce qu'il vient de proposer? Parce que celui qui a parlé à Addis Abeba, ce n'est pas seulement le président Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est le Congo. Est-ce que le Congo participe à ce qui est dit dans ses discours? Est-ce que le président veut nous rassembler autour de ce projet où il s'agit de quelque chose d'autre? Si la question est celle-là, la réponse doit être la mobilisation des idées, la mobilisation des intelligences, la mobilisation des volontés, la mobilisation de nos utopies pour le Congo que nous voulons, pour l'Afrique que nous voulons. Là, le président et le peuple, nous nous rencontrons. Et il est intéressant que la communauté scientifique et tous ceux qui peuvent réfléchir sur la destinée de l'Afrique et le destin du Congo, que tous nous puissions avoir le moment de réfléchir et de consolider cette vision en lui donnant des bases qui soient des bases philosophiques, des réflexions sur ce que nous voulons faire. Et ce sont ces bases-là que je veux partager avec vous. Non pas pour dire que je vais faire le porte-parole du président Tshisekedi, porte-parole que je ne suis pas, ou que je vais entrer dans la dynamique UDPS, comme je vois maintenant sur les réseaux sociaux. Cette dynamique s'appelle les parlements debout, que je regarde effaré d'entendre ce que j'entends après avoir entendu ce que le président avait dit. J'ai dit, ces jeunes gens, et je suis content que nous parlions avec les jeunes dans cette conversation, que ces jeunes gens que je vois sur les réseaux sociaux, complètement galvanisés par le fait qu'ils sont au pouvoir, ces jeunes gens ne comprennent pas ce que le président veut. Et je regarde aussi les forces politiques du pays. Et je crains que les forces politiques congolaises ne comprennent pas
ce que le président a proposé, parce qu'il travaille avec le schéma de la coalition qui nous a conduits à ce que nous avons connu. Il travaille à partir des ambitions politiques. Il travaille à partir des intérêts politiciens. Il travaille à partir des incompétences qui nous ont amenés à l'effondrement de notre pays et qui risquent de ne pas ouvrir l'horizon que le président veut ouvrir. Alors, les forces intellectuelles, la communauté scientifique, nous avons le devoir maintenant d'expliquer, le devoir de mobiliser et le devoir de conduire à comprendre ce que la rupture de ces projets nouveaux du panafricanisme, de la renaissance africaine que propose le président, c'est que cela doit apporter au pays et doit faire du pays. Le professeur Tchounza, ici présent, et moi-même, nous avions écrit, il y a 2 ans déjà, un petit livre intitulé « Le nouvel homme congolais ». Parce que dans notre analyse, nous avions compris qu'avec tout le régime du président Kabila, on devait arriver à la conclusion que notre problème profond, c'était le nouvel homme congolais. Parce que l'ancien homme congolais avait amené le Congo à la catastrophe. Le changement d'anthropologie, il fallait l'opérer d'une manière ou d'une autre maintenant. Et c'est ce que le président Kabila nous avait laissé tous les Congolais en héritage. Lorsqu'il a dit cette phrase qui aurait dû nous étonner tous et nous paralyser, il a dit il cherchait 15 personnes, 15 dans ce pays, pour pouvoir l'aider à gouverner le Congo. Il ne les a pas trouvés. Sur 80 millions d'habitants, ne pas trouver 15 personnes pour aider le président à gouverner ce pays, cela disait l'homme congolais, c'est le vrai problème de l'homme congolais. Et il fallait faire cette rupture. Je crois que c'est la première signification du projet du président Félix Tshisekedi. La rupture avec l'ancien homme congolais. La rupture. Parce que cet homme-là, chaque Congolais que nous sommes en connaît les pathologies. L'ancienne société congolaise, chaque Congolais peut scander tout ce dont nous avons souffert et qui a amené l'image que nous avons de nous-mêmes et l'image que le monde a de notre pays. Le projet de renaissance africaine, c'est avant tout, pour le Congo, le projet de création. J'utilise à dessein le mot création. Des créations par nous-mêmes du nouvel homme congolais. Rompre avec l'ancien, entrer dans une dynamique du renouveau avec le nouvel homme congolais. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel homme congolais qui doit être au cœur de l'explicitation du projet actuel de l'union sacrée de la nation? Parce que si nous ne comprenons pas ces choses-là dès maintenant, l'union sacrée de la nation risque de devenir une sacrée union, où n'importe qui dit n'importe quoi. Et dans cette sacrée union, le Congo ne donnera rien au monde et tout le monde continuera à se moquer de notre nation en disant ils ne pouvaient rien faire parce que leur histoire, l'histoire de l'ancien homme congolais, c'est une histoire de la catastrophe. Alors, le renouveau que le nouvel homme congolais doit apporter, le renouveau pour lequel nous devons travailler et qui est la première ligne d'orientation, grande ligne d'orientation, la première ouverture
de l'horizon nouveau dans lequel nous devons entrer, c'est maintenant voir qu'est-ce qui caractérise, qui doit caractériser le nouvel homme congolais dans une nouvelle société congolaise. Et là, il faut oser le mot révolution. Oser ces mots-là. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Révolutionner notre situation à l'intérieur de notre territoire et dans le monde d'aujourd'hui. Et cette révolution, ça doit être avant tout la révolution de la raison, c'est-à-dire la révolution de l'utilisation de la matière grise par l'homme congolais. Parce que ce qui a caractérisé l'ancien homme congolais, c'est son incapacité à utiliser la matière grise pour faire de la raison le fondement de l'organisation politique, économique et culturelle de notre pays. Dans tous les domaines, on voit très bien que nous avons donné l'impression que ce pays est habité par des citoyens sans grande intelligence. C'est cela qu'on nous rappelle toujours quand vous voyez, vous participez à des colloques internationaux, vous parlez, vous êtes Congolais. Je dis, mais comment est-ce que dans les colloques internationaux, on trouve des gens comme vous, vous parlez si bien, et que votre pays est comme il est? En fait, on veut nous dire, vous êtes idiots. Et c'est cette idiotie-là, c'est avec elle qu'il faut rompre pour créer un homme congolais qui utilise sa matière grise. Et trouver dans ce pays, dans les domaines politiques, dans les domaines économiques, dans les domaines culturels et dans la pensée de la vision géostratégique de nous-mêmes, trouver des compétences qui fassent de la raison notre mode de penser la gouvernance et notre mode d'ouvrir de nouveaux horizons pour les pays. Si nous ne faisons pas cela pour nous-mêmes aujourd'hui, nous ne ferons rien pour l'Afrique, nous ne ferons rien pour la Renaissance africaine. Parce que la Renaissance africaine commence ici chez nous par la création du nouvel homme congolais. C'est ça qui est au fond de de ce que nous voulons faire maintenant et que le président a compris, mais que nous devons expliquer, surtout aux jeunes générations qui sont dans nos écoles actuellement. Mais c'est aussi non seulement une révolution de la raison, mais c'est aussi une révolution des valeurs. C'est ici dans notre pays que nous avons fait de ces mots anti-valeurs un mot capital pour la compréhension de nous-mêmes. Le Congo est devenu le Congo des anti-valeurs. Et ces anti-valeurs, on les voit tous les jours, Ce n'est pas possible dans un pays qu'on puisse entendre qu'un responsable politique crée des écoles fictives et que l'argent de l'État va dans ces écoles fictives. On se dit, est-ce qu'on entend bien ce qu'on a entendu, qu'un homme a créé des écoles fictives et qu'il se sert de l'argent de l'État? Est-ce qu'on entend bien ce qu'on entend quand on dit que des responsables de l'armée détournent l'argent qui est envoyé à leurs troupes quand ils sont sur le terrain, comme on est dans le nord Kivu, le sud Kivu actuellement? D'entendre ça, on dit, est-ce que c'est possible que des hommes puissent se comporter comme ça? Est-ce que c'est possible que dans la recherche des solutions à notre pays, par exemple la constitution d'une nouvelle majorité pour
conduire la politique du pays, des nouveaux gouvernements, est-il normal qu'on puisse dire que cela se fera sur la base de la corruption et que tout le monde trouve ça normal? Et même quelqu'un dit oui, moi j'ai reçu de l'argent, on dit ça à la télévision, devant le monde entier, qui entend qu'on reçoit de l'argent pour faire son travail politique. Est-ce que c'est normal? Alors ce n'est pas seulement la raison qui est détruite, mais c'est aussi le sens des valeurs les plus simples, des valeurs fondatrices d'un vivre ensemble pour une telle communauté. Est-il normal qu'on arrive, quand on a eu ces fameux procès Caméré, j'ai suivi ça à la télévision, j'entendais des chiffres qui sortaient et j'entendais à quoi a servi l'argent, et je me dis, est-ce que c'est normal que des hommes politiques puissent se conduire comme ça en prenant la caisse de l'État comme l'argent, leur argent personnel, comme le fond de leur petite boutique, et comment est-ce qu'on peut dire ça parce que c'est incompréhensible, hein, qu'on voit une petite fille de 20 ans venir témoigner sur des millions. Mais est-ce que c'est... Quand j'ai entendu ça, je dis, mais donc cette petite fille, elle a géré tant de millions, moi qui n'ai même pas encore vu ce que c'est que 100 000 francs. Je ne comprenais pas où nous étions, dans quel pays nous étions. Donc on a détruit les bases des valeurs dans notre pays. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de construire un Congo des valeurs. Et de faire des valeurs les fondements de notre être ensemble. Le projet du nouvel homme congolais, là, c'est le projet qu'il y a dans le Congo nouveau que nous devons assumer. Mais il y a encore une dimension de cette révolution. C'est la révolution des rêves et des utopies. Le président, s'il veut réussir son projet, il devrait beaucoup nous faire rêver. Mais il promet beaucoup. Mais il ne fait pas beaucoup rêver. Or, nous avons besoin de grands rêves. Parce que les promesses, ça nous conduit à regarder vers lui afin qu'il puisse agir à notre place. Mais les rêves, c'est de nous mettre ensemble pour construire ce que nous voulons. Or, c'est le Congo que nous voulons, notre Congo à nous tous, qu'il faudrait aujourd'hui construire. Que à tout Congolais, ils promettent ce que Lumumba avait vu. Qu'est-ce que c'est que le Congo de la grandeur et de la dignité? Lumumba, il dit ça. Il dit Congo de la grandeur et de la dignité. Est-ce qu'on est dans la grandeur avec nos antivaleurs? Est-ce qu'on est dans la grandeur avec les fondements de la raison? Non. Alors il faut recommencer ce Congo nouveau sur la base des grandes utopies, des grands rêves que nous portons en nous et que nous pouvons montrer partout en Afrique comme notre capacité de proposer autre chose avec un nouvel homme congolais, parce que l'ancien, il est mort, et qu'on l'affirme haut et fort. La révolution, c'est aussi la révolution de l'organisation. Parce que il faut que nous ayons un Congo organisé. Ce qui manque à notre gouvernance, c'est la capacité de nous organiser pour être un pays capable de montrer ce qu'il peut montrer. Lumumba disait encore, nous montrerons au monde ce que l'homme congolais peut faire quand il est libre. Lumumba avait dit, quand nous sommes libres, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, on a vu ce qu'on allait voir, c'est que nous n'avons rien fait du tout de ce pays. Nous avons été désorganisés. Alors, est-ce qu'on peut dire à Lumumba, c'est ça, l'homme du Congo, quand il est libre, c'est ce qu'il fait? Il faut changer ça.
Il faut montrer que nous allons maintenant accomplir ce que Lumumba voulait. Et ça, ce n'est pas la tâche seulement d'un homme, du président de la République ou d'une classe politique, c'est la tâche de tous les Congolais. Et il faut entrer là-dedans. Enfin, c'est la révolution de l'action. Les Congolais, comme on dit partout à l'étranger, nous parlons bien. Nous chantons merveilleusement bien. Mais on ne construit pas un pays avec des paroles creuses et des chansons magnifiques. On construit un pays avec des actions visibles parce que les hommes croient qu'ils sont des hommes et qu'ils doivent utiliser leur capacité d'action. Voilà au moins la direction de ce que doit être l'homme congolais. Mais comment pouvons-nous faire pour créer cet homme congolais? Vous comprenez que nous devons regarder maintenant tout notre système éducatif congolais. Parce qu'il est mort. J'entends dire que nous allons recommencer lundi. Recommencer quoi? L'université, comme je la vois là, c'est ça que nous allons recommencer pour l'école. J'étais content, au moins sur que le coronavirus nous ait permis de ne plus aller dans cette université et dans ce système d'éducation. J'étais content, j'ai dit au moins nous avons le temps maintenant de nous réfléchir sur l'école et l'université que nous allons créer. Mais on n'a pas réfléchi. Maintenant on recommence. Non, il faudrait que dans le projet que le président propose, qu'on lui dise, ça commence par l'éducation de la nation, l'éducation des enfants, c'est-à-dire par une école nouvelle. Mais ça demandera des efforts énormes pour mettre dans l'éducation de nos enfants les efforts de créativité, les efforts de l'accomplissement du nouvel homme congolais. Et ces efforts-là, il faut les fournir maintenant. Parce que si nous continuons comme nous continuons là, lundi, si nous recommençons la même chose, eh bien, on n'aura même pas compris notre propre président. Et nous ne serons même pas compris nous-mêmes, parce que nous montrerons d'alors ce qui a caractérisé l'homme congolais, et que je désigne toujours par le terme d'imbécilisation collective. On ne peut pas vivre dans une telle imbécilité collective et continuer. Il faut alors que toutes les forces de l'intelligence, que toute la communauté scientifique, nous puissions créer de nouveaux lieux d'éducation, de formation de nos enfants, quelque chose vraiment d'alternatif pour éduquer les enfants selon le nouveau projet du nouvel homme congolais. En cela, ce projet sera le projet de la Renaissance africaine. Parce que nous serons crédibles pour proposer ces projets à toute l'Afrique que si nous réussissons à réaliser chez nous ce que ces projets signifient. Vous n'imaginez pas comment toutes les espérances que les gens mettent dans ce pays. J'ai vécu un temps au Cameroun avec leur plus grand philosophe qui est décédé maintenant, le professeur Ebouchi Boulaga. Combien de fois il m'a répété cette phrase: si le Congo s'éveille, toute l'Afrique ressuscitera. Parce qu'il savait. Mais ce qu'il disait là, Frantz Fanon l'avait déjà dit. Cheikh Anta Diop l'avait déjà dit. Théophile Obenga, le penseur du Congo-Brazzaville, est venu nous le dire ici à Kinshasa. Vous êtes la clé de l'Afrique nouvelle. Alors la Renaissance africaine, quand le président Tshisekedi parle de cela,
Il faut qu'ils comprennent que c'est en changeant le Congo qu'on pourra proposer un projet de changement de l'Afrique. Parce qu'à ce moment-là, on changera l'éducation de toute l'Afrique et on proposera des domaines essentiels. Et parlant des domaines essentiels, je voudrais seulement prendre avant tout le domaine de l'écologie. Nous en sommes le cœur. Il faut donc que nous puissions proposer à toute l'Afrique une politique écologique qui permettrait d'utiliser à bon escient les richesses écologiques que nous avons. Et quand je parle de richesses écologiques, je parle de la forêt pour ne pas parler du sous-sol parce que tout le monde regarde ça. Mais cette écologie, ces écosystèmes extraordinaires que nous avons, qu'en faisons-nous? Il faut en faire quelque chose pour proposer à l'Afrique le projet de renaissance. L'eau, on sait ce que ça représente ici au Congo et ce que ça pourrait représenter pour toute l'Afrique. Quelle politique de l'eau avons-nous pour toute l'Afrique? Il faudrait que nous nous concentrions sur la question écologique pour que les forces de l'intelligence du Congo puissent montrer pourquoi l'Afrique ne sera l'Afrique que s'il y a une politique écologique conséquente. Mais il y a un deuxième domaine que nous pouvons proposer à l'Afrique, c'est la grandeur et la dignité de la femme. C'est qu'aujourd'hui on traduit par le terme de genre, la politique du genre. C'est une politique qui commence par la capacité de donner à l'Afrique des femmes africaines créatives, dignes et qui pensent en termes de grandeur. J'ai toujours eu l'hypothèse, en partant de cet adage, on dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Chaque fois, je souris toujours. Je me dis, mais si nous Congolais, nous les hommes congolais, si nous sommes si petits, si imbéciles, si idiots, si crétins, c'est que derrière là, il n'y a pas de grandes femmes. Ou à côté de frères. Ou à côté là. Mais vous dites à côté ça veut dire qu'il y a quelqu'un. C'est là, c'est derrière. Alors quand nous nous tournons, il n'y a rien. Alors comment voulez-vous qu'on pense l'éducation si on a des hommes que nous sommes et des femmes qui n'existent pas? Il faut faire exister la femme congolaise dans sa grandeur pour proposer à l'Afrique la renaissance par le dynamisme des femmes. Et ça pourrait tout changer parce qu'au moins les femmes auront la grandeur de penser l'éducation des enfants en termes d'éducation de vie. J'imagine que si les femmes avaient la responsabilité de l'éducation de nos enfants aujourd'hui, on n'aurait pas l'école que nous avons. Alors il faut qu'elles prennent cette responsabilité. Enfin, il faut maintenant que l'être ensemble que nous construisons, qui s'exprime en termes politiques, économiques et culturels, que cet être ensemble soit pensé en termes de grandeur. Lumumba, terme de grandeur. Et que cela soit au cœur de l'éducation de nos enfants. Qu'on ne puisse pas penser que c'est avec l'éducation médiocre que nous assurons aujourd'hui que nous changerons l'Afrique. Qu'on ne puisse pas penser que c'est avec ce que j'entends dire sur
sur l'utilisation du sexe dans les institutions d'éducation. C'est avec ça qu'on changera. Ce n'est pas en formant des milices, comme j'en vois à l'est du pays, qu'on changera le Congo. Le nouvel être ensemble, ce sera l'être ensemble de la grandeur, pour la grandeur. Et quand tout Congolais sera doté de cela, on pourra alors proposer ces projets à toute l'Afrique. Parce que la renaissance africaine dont nous parlons aujourd'hui, elle commencera au Congo où elle ne commencera jamais. Je vous remercie. On va encore retourner le micro à M. Baloufou, qui va parler bien sûr du héros national, Lumumba, en quelques minutes, et puis on va donner la parole à l'Assemblée. Merci beaucoup. Je pense que nous avons tous entendu ce qui vient d'être dit ici, devant, je dirais, nos yeux et nos oreilles, par le professeur Kamana. Je pense que là, il s'est dessiné ce que j'appellerais le manifeste du nouvel homme congolais, le manifeste de la révolution congolaise. Nous sommes dans une année exceptionnelle, une année où nous parlons de la Renaissance africaine, mais une année où nous allons ramener à la maison le reste de Patrice Lumumba. Il y a suffisamment de cet indice pour nous faire réfléchir. Nous avons d'une part ces besoins de renaissance, et cette renaissance ne peut se comprendre qu'à travers le panafricanisme et le désir du nouvel homme congolais. Et nous avons en même temps en charge de dire au monde, enfin, nous allons mettre fin à 60 ans d'un deuil sans cadavre, et nous allons enfin donner une sépulture digne à l'un de nos plus grands concitoyens. Durant ces dernières années, le professeur parlait un peu du fait que on est un peu la risée. Vous savez, quand on vous dit vous êtes vraiment congolais, c'est qu'on a l'impression qu'au Congo, il n'y a pas de gens qui réfléchissent comme vous. Lumumba est la plus grande figure marquante de notre pays à travers le monde. Il n'y a que deux pays où Lumumba semble être controversé, c'est la Belgique et le Congo. Il y a un pays où Lumumba est un illustre inconnu ou un illustre méconnu, c'est son pays d'origine, la RDC. Je pense que dans cette année extraordinaire, notre devoir est de réinscrire et de réinstiller dans notre imaginaire l'histoire de notre pays, la véritable histoire de notre pays, à travers Patrice Lumumba. Le professeur Kamana a évoqué ici les valeurs essentielles. Quand nous disons Lumumba, nous disons un esprit, nous disons un idéal, nous disons une utopie. Comme l'écrivait Aimé Césaire, pour Lumumba, le Congo est un sacerdoce. Et nous sommes dans cette année, mais nous le sommes depuis presque 2 ans, nous sommes dans un tournant, je considère pour moi, comme le tournant le plus important de notre histoire. Et ce tournant, à mon avis, nous devons le négocier qu'avec nous-mêmes, avec la culture. C'est-à-dire quoi, négocier ce tournant historique avec la culture? C'est d'abord, et ça a été dit ici, faire que dans notre raisonnement, tout raisonnement, que l'homme congolais soit au centre de notre intérêt, que l'homme congolais soit au centre de tout projet, et que nous puissions sortir dans ce tournant de la verticalité coloniale. C'est quoi la verticalité coloniale? Si vous voyez un peu l'histoire de la colonisation avec l'apartheid, souvent on ne dit pas assez que dans ces pays, il y avait la ségrégation raciale. Dans la colonisation, dans son mécanisme d'aliénation, les blancs est en fait au sommet de la verticalité. Et le noir est dans le sabot de la verticalité. Mais si nous partons du sens philosophique que la culture c'est le peuple, parce qu'il n'y a pas meilleure définition de la culture que cela. La culture c'est le peuple. Et si nous, peuple, nous sommes dans le sabot de la verticalité, c'est-à-dire nous sommes inférieurs.
Et si vous regardez dans tous nos raisonnements, ce qui fait que nous n'avons pas réussi à construire l'homme que Lumumba attendait de nous, c'est parce que la culture est restée dans le sabot de la verticalité coloniale. Et je pense que dans ce désir d'un homme nouveau, la verticalité peut devenir facilement une horizontale. Et que le peuple devient l'alpha et l'oméga. Et que nous puissions, en prenant cette horizontale, nous ne pouvons que commencer par nous regarder nous-mêmes, avant de construire tout ce que nous voulons pour notre bien-être. Nous sommes dans ce tournant important de notre histoire et que nous devons négocier avec la culture. Ça veut dire que ici, les penseurs, les universitaires, tout penseur, parce que aussi dans les discours dominants au Congo, on pense que penser égale diplôme. Penser, c'est une utilisation du cerveau, mais prenons cette utilisation dans le bien de la société, dans la générosité que nous impose la pensée. Nous avons peut-être, nous et les autres, la chance d'avoir été formés à la pensée, mais nous avons été ici formés pour donner en retour. La meilleure façon de l'immortalité, c'est de partager ce qu'on a appris pour que les générations qui viennent puissent suivre. J'ai entendu parler ici de l'enseignement. Je suis lié à une université. Je n'ai jamais eu plus de 12 étudiants dans une salle de classe. Mes étudiants, je les choisis. Ils passent un entretien. Est-ce qu'ils correspondent à mon projet? Est-ce que leur projet correspond à mes capacités à le conduire? Juste un petit exemple par rapport à quelle école nous voulons. Quand je suis allé à l'école de cinéma, j'étais comme tous les jeunes qui pensaient que le cinéma était un divertissement. J'avais envie de raconter des histoires. Je suis très amoureux, jusqu'encore aujourd'hui, de Charlie Chaplin, qui est un maître. Et quand je suis arrivé à mon entretien, vous savez, les écoles d'art, c'est des grandes écoles, c'est des écoles à concours, on m'a dit, quel est votre projet? À ce moment-là, j'étais encore francophone, je sortais de l'ULB. On m'a dit quel était mon projet. J'arrivais pas à comprendre pourquoi ces Anglais me demandaient mon projet. Et ils ont tellement insisté, et je me suis dit, il y a quelque chose qui doit se passer dans mon cerveau. Comment je ne comprends pas, on me demande mon projet. Enfin, mon projet, c'était de faire l'école de cinéma. On m'a dit, mais vous allez faire l'école de cinéma, pourquoi faire? Et tout d'un coup, j'ai senti comme un sentiment d'effondrement. J'avais passé des années à l'université, j'avais écrit, j'avais mis en scène au théâtre, et tout d'un coup, j'étais idiot devant une question fondamentale. On m'a dit, mais vous faire étudier, ce n'est pas un projet. Qu'allez-vous faire de ce que nous allons vous enseigner? Qu'allez-vous faire de ce que nous allons vous donner? Et c'est là, je reviens à ce que je disais ici, j'ai dit, Charles, je voudrais raconter l'histoire de mon pays. Je voudrais raconter l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait mon pays. Et on m'a dit, ça c'est un projet, et on pourrait vous accompagner, vous donner les savoirs nécessaires. Mais on vous donne les savoirs pour que vous les donnez à votre tour. Pour que vous le partagez à votre tour. Et je pense qu'il y a dans cette idée du savoir une générosité. Une générosité que nous devons reconquérir. Une générosité qui est une obligation de conduire les plus jeunes à nous, de continuer ce que nous n'aurons pas accompli. Et ça, c'est très important. Nous sommes dans ce tournant aujourd'hui très important. Je dis, il faut le négocier avec la culture. Le président Félix Tshisekedi est tributaire et héritier de ces slogans magnifiques, le peuple d'abord. Il a dit à l'Union africaine, amener l'Union africaine vers le peuple. Mais l'équation que nous devons résoudre, c'est que si on dit le peuple d'abord, il est fondamentalement de comprendre que le peuple d'abord égale culture d'abord. Culture égale peuple. Donc, ça veut dire, nous ne pouvons plus continuer à réfléchir sans réfléchir sur le peuple. Quel peuple nous voulons? Quels enfants nous voulons? Les enfants congolais, je pense qu'il y a ici des pédagogues, mais ce que j'observe, les enfants congolais sont le moins nantis en termes d'éducation, je crois, en Afrique. Et nous oserons dire ça sans beaucoup de contradictions. Je pense que les enfants de Kinshasa vont à l'école peut-être 4 heures par jour. Mais aller à l'école 4 heures par jour, ce n'est pas être enseigné 4 heures par jour. Donc nous avons des enfants qui ne sont pas compétitifs. Nous avons des enfants, et nous visitons les familles de nos amis ici, qui envoient leurs enfants dans des écoles privées coûteuses, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Quand un enfant ne sait pas lire, il ne sait pas regarder l'horizon.
Et nous sommes aussi dans une culture qui a été façonnée avec la radio Congo-Belge, dont l'imaginaire est à 80% occupé par la musique et le bruit. Le 20% qui nous reste, c'est ce que nous sommes en train de chercher à faire ici. Hein. Dans cette culture où l'imaginaire est occupé par la musique, et surtout la musique populaire, la musique de brasserie, qui permet aux terrasses de vendre la bière. Donc cette musique-là, musique populaire, qui est élégiaque, qui est dans la poésie du manque. Ah, si vous écoutez bien notre musique d'aujourd'hui, dans son élégie, c'est le manque. C'est « Chérie, tu me manques, mon cœur fait mal ». Et quand on se déplace à l'église, on change « Chérie » par Jésus. Mais c'est toujours la même élégie. Donc, nous avons besoin aussi de reconnecter cette expression populaire à la tradition en regardant différemment ce que nous produisons à partir du chant pygmée, qui est la polyphonie la plus merveilleuse au monde, jusqu'au tambour, qui sont la représentation même de ce que le sol donne. Le tambour étant fait de bois, le bois étant le sol. Donc, nous avons ici, dans ces tournants importants, en nous disant, le peuple d'abord, c'est la culture d'abord. Mais comment on amène cette culture au niveau de peuple dans un pays où vous vous rendez compte, il y a 80 millions d'habitants presque, il n'y a dans ces pays aucune infrastructure professionnelle de production et de l'économie culturelle. Il n'y a dans ces pays aucun guichet pouvant nourrir l'artiste. C'est-à-dire, par guichet, vous voyez, dans le sport, les gens aiment beaucoup être ministre des sports, parce qu'il y a le stade. Et le stade, il y a les guichets. Quand on parle sport dans ce pays, on parle football, parce qu'il y a le stade, et le stade, il y a les guichets. Mais personne ne se précipite pour être président du cyclisme. Il n'y a pas de guichet. Et c'est la même chose que toutes les entités de la culture. À quel moment les enseignants vont savoir que ce qu'ils donnent aux enfants a de l'impact s'il n'y a pas de l'infrastructure culturelle? Nous avons une génération qui n'a jamais vu un film de télévision ni de cinéma sur grand écran. Vous vous rendez compte que la fenêtre de l'horizon de l'enfant congolais est réduite au carré d'un écran de télévision. Là où ailleurs, les enfants ont un écran qui fait 16 mètres de base, où l'horizon du rêve et de l'utopie est plus élargi. Le rôle du cinéma, vous savez, le cinéma, ce n'est pas un divertissement. Le cinéma, c'est un art politique. C'est un art de représentation de l'autre. Ce que fait Hollywood, enfin j'y ai travaillé, ce que fait Hollywood, c'est la production de l'imaginaire américain. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre, mais l'Amérique a gagné toutes les guerres au cinéma. Si dans cette salle aujourd'hui, un extraterrestre venait ici et nous dit « j'ai 5 secondes pour rentrer chez moi » et chez moi on m'a exigé de ne revenir qu'avec une image, une seule image qui représenterait le Congo, je pense que nous sortirons de cette salle sans trouver cette image. Parce que d'une part, nous n'avons pas cette communauté de représentation de nous-mêmes. Quelle est l'image qui nous représente? Nous n'avons pas fabriqué cette image. On a l'habitude de dire dans la sociologie de l'image que nous, Africains, nous sommes colonisés par l'image des autres. Allez aujourd'hui répondre à une invitation dans un mariage de nos jeunes enfants congolais. Ils se marient comme des Nigérians. Parce que dans l'imaginaire d'aujourd'hui, c'est l'image du Nigeria qui domine. Nous sommes dominés, nous partons de l'image de l'autre, qui est déjà dans les télévisions avec les telenovelas. Qu'est-ce que vous voulez offrir à une jeune fille congolaise qui regarde la télévision d'ailleurs, qui voit Mario ouvrir la porte à Marie et qui sait qu'elle n'aura jamais un homme congolais pour lui ouvrir la porte? On crée une génération de traumatisés parce que les outils de représentation culturelle sont absents. On a pensé, et le professeur Kamana le disait en disant on regarde le sous-sol, on a pensé dans ce pays depuis 60 ans qu'un pays est fait de chiffres. Tout le pays que nous connaissons est ici un pays qui, beaucoup de gens voyagent à Dubaï. Dubaï, c'est une utopie, où Dubaï a été créé dans le désert. Dubaï n'a ni or, ni diamant. Dubaï n'a pas de gaz. Dubaï n'a pas de pétrole. J'ai l'habitude d'y aller parce qu'ils ont un très grand festival de films. Mais Dubaï est construit sur une utopie supérieure. Quelle serait ainsi notre utopie supérieure? Je pense que nous nous proposons aujourd'hui ensemble, dans ces tournants,
dans ce que je viens d'appeler ici, en reprenant le professeur Kamana, devant le désir de nous-mêmes de manifeste de cette révolution où l'homme congolais, la femme congolaise doit être au centre. Je terminerai juste pour rappeler quelque chose de Patrice Lumumba. Pour ceux qui sont nés avant les indépendances, moi j'ai vérifié un peu mon acte de naissance, c'est écrit indigène du Congo. Quand je suis né indigène du Congo. Nous n'étions pas congolais. Parce que déjà en Belgique, la discussion était, s'il y a une nationalité congolaise, c'est que le Congo est une nation. Hein? Parfois, il faudra aussi qu'on explique aux gens pourquoi nous sommes toujours dans cette exclusivité de la nationalité. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une histoire, mais il faut l'expliquer cette histoire. Mais je voulais dire ainsi, c'est que nous, Congolais, je pense que nos pères et nos mères, pour la première fois dans leur histoire, ont entendu un homme, le 30 juin 1960, les nommer. Je ne sais pas quelle a été l'émotion. On travaille actuellement avec mon équipe sur les archives des missionnaires pour essayer de retrouver quelque part des enregistrements dans les villages qui auraient été faits le 30 juin où les gens auraient écouté le discours de Lumumba au téléphone pour essayer de l'en saisir et de re-interroger cette émotion quand s'élève dans toutes les ondes de radio une voix qui dit et qui nous appelle Congolais et Congolaises. C'est la première fois, le 30 juin 1960, qu'un homme nous a nommés Congolais et Congolaises. Les deux autres discours ne parlent pas de Congolais et de Congolaises. Ils parlent de compatriotes pour Kasavubu, et l'autre parle vaguement à ses citoyens belges. La première fois dans notre histoire où nous sommes devenus de Congolais et de Congolaises, c'est dans ces discours magnifiques qu'il nous faudrait réanalyser, et nous pensons que dans cette année, nous allons organiser une sorte de 30 juin remix où nous allons remettre en scène ces trois discours parce que dans notre imaginaire congolais, beaucoup de gens parlent du discours de Lumumba, mais très peu l'ont lu et très peu l'ont compris et beaucoup n'ont pas lu les deux autres discours. Et je pense qu'il est arrivé le moment dans cette recherche du nouvel homme congolais que nous interrogeons nos fondamentaux, que nous interrogeons d'où nous venons pour mieux comprendre et sortir de la rumeur. On ne peut pas construire cet homme congolais avec de la rumeur. Et nous devons revisiter l'histoire. Le retour de Lumumba n'est pas que le retour de reste de Lumumba, c'est le retour vers nous-mêmes. C'est le retour cosmogoniquement vers quelque chose que nous n'avons pas fait envers nos ancêtres. Nous sommes des Bantous. On ne parle pas des dedans. Un détail chez les Bantous est un tout dans un corps. Donc, c'est aussi le retour vers nous-mêmes pour nous interroger. Qu'avons-nous fait de nous-mêmes? Pourquoi, durant 60 ans, nous n'avons pas donné une sépulture à l'un de nôtre? Est-ce que peut-être, dans cette idiotie de nos politiciens, il n'y a pas un peu l'idée cosmogonique, ancestrale de la malédiction? Parce que parfois, quand on voit les politiciens congolais agir, on s'est dit, un homme normal n'agirait pas comme ça. Un homme doté de cerveau n'agirait pas comme ça. Peut-être ils sont sous le coup de la malédiction et nous la partageons tous. Et que peut-être, en ramenant Lumumba chez lui, en lui donnant une sépulture, nous pouvons lui dire, Patrice, va en paix, dis aux ancêtres que nous avons eu tort, mais nous sommes debout maintenant. Merci.